C'est une des pièces les plus spectaculaires du musée d'Orsay, l'église d'Auvers-sur-Oise. Un monument intrigant par ses airs de cathédrale miniature posée sur une espèce de promontoire semi-encaissé au-dessus de la vallée de l'Oise. Un édifice qui caractérise et détermine le village de manière littéralement inévitable, imposante même, mais tout en grâce, par la modestie de sa conception, la subtilité de son asymétrie et la douceur blonde de sa pierre calcaire, extraite des carrières qui l'entourent. Vu du plateau qui surplombe le village, son clocher se dresse au-dessus des blés avec une émouvante simplicité, tout en poésie. On sent alors bien comment elle a rythmé, durant des siècles, le labeur des champs. Auvers a inspiré d'innombrables peintres depuis le milieu du XIXe siècle, mais leur attention s'est toujours focalisée sur l'Oise, les blés, les ruelles et les chaumières, toujours en adéquation avec ce calme que Van Gogh remarque immédiatement à son arrivée. Ici, on est loin assez de Paris pour que ce soit la vraie campagne, mais combien néanmoins changé depuis Daubigny. Mais non pas changé d'une façon déplaisante. Il y a beaucoup de villas et habitations diverses, modernes et bourgeoises, très souriantes, ensoleillées et fleuries. Cela, dans une campagne presque grasse, juste à ce moment-ci du développement d'une société nouvelle dans la vieille, n'a rien de désagréable. Il y a beaucoup de bien-être dans l'air. Un calme à la Puvie de Chavannes, j'y vois ou y crois voir, pas d'usine, mais de la belle verdure en abondance et en bon ordre. Cette église n'a pas inspiré tant de peintres que ça, mais les photographes, depuis toujours, y ont trouvé un motif parfait, notamment pour réaliser des cartes postales. Van Gogh, qui passa les 70 derniers jours de sa vie à Auvers-sur-Oise, chez Ravoux, savait parfaitement qu'il mettait les pieds dans un haut lieu de la peinture moderne de son temps. Il savait aussi qu'après ses premiers succès critiques, obtenus quelques mois plus tôt, la suite de sa production serait attendue de pied ferme. Il était en grande forme physique et avait envie d'en découdre. À tel point que le docteur Gachet, qui le reçut au tout début de son séjour et s'attendait à voir un malade, ne trouva rien d'autre à lui conseiller que de travailler autant que d'habitude. Ce que Gachet ne savait sans doute pas, c'était que pour Vincent, travailler autant que d'habitude signifiait s'épuiser à la tâche. Le peintre se sentait donc encouragé à aller aussi loin que possible et voulait mettre les pendules à l'heure. Non, il n'était en rien diminué et la puissance qui lui avait permis de peindre les tournesols et la nuit étoilée l'habitait toujours. Il s'attaqua donc tout de suite à ce grand tableau ambitieux, de près de 1 mètre de haut et de 75 cm de large. C'est vraiment l'inventaire de son savoir-faire. Traitement de la lumière audacieux, à contre-jour, harmonie des couleurs, dessin précis et personnel, structuré mais souple, perspective créative à partir de différents points de vue, créant un angle très ouvert permettant de voir le sol d'en haut et la pointe du clocher d'en bas, une animation simple et efficace, vaguement mélancolique, et enfin, une discrète suggestion du village, permettant de donner la mesure de la bâtisse. Toute cette maîtrise tranquille donne à la fois un aspect rassurant et une vie intense à un tableau époustouflant. Nous sommes loin de la simple représentation d'un édifice religieux. Cette œuvre a une vie propre et, effectivement, elle met les pendules à l'heure. Avec ce tableau, Van Gogh fait efficacement la démonstration de son art dès les premiers jours de son séjour à Auvers, et il n'est pas étonnant que le docteur Gachet se l'approprie immédiatement après le décès de Vincent. Adeline Ravoux, la fille de l'aubergiste qui logeait Van Gogh, dans les souvenirs qu'elle livra à la presse près de 60 ans plus tard, s'étranglait encore en évoquant le médecin qui, selon elle, s'était servi un petit peu trop généreusement. Mais pourtant, c'était ce qui pouvait arriver de mieux à ce chef-d'œuvre. Le docteur Gachet était une figure connue et fréquentée par les artistes, critiques et journalistes les plus influents. Pas uniquement pour ses qualités humaines et intellectuelles, mais aussi pour son impressionnante collection, qui comptait notamment des Pissarro et des Cézanne de très grande importance. L'église d'Auvers était donc en très bonne compagnie, et a pu assurer la promotion de l'œuvre de Van Gogh pendant des décennies auprès de ceux qui comptaient le plus. Cerise sur le gâteau, il a fini dans les collections nationales françaises grâce à l'intelligente donation du fils du docteur en 1951, assurant par là non seulement son immortalité, mais aussi son accessibilité au grand public. Alors, certains auteurs ont dit que Van Gogh avait choisi de représenter l'église de dos en référence au fait que sa propre église l'avait rejeté dans le passé. Non, ça me paraît un peu tiré par les cheveux et incompatible avec les préoccupations de l'artiste à ce moment précis de sa vie. Et surtout, je pense que ceux qui reprennent cette idée ne sont jamais venus à Auvers-sur-Oise, parce qu'ils se seraient rendus compte que devant l'église, il n'y a tout simplement pas assez de place pour la peindre. À mes yeux, il s'agit d'une démonstration de technique et de sensibilité. Au tout début de sa carrière, Vincent avait décrit les œuvres du grand graveur Charles Mérion dans les termes suivants. Mérion, quand bien même il dessine des briques, du granit,
les barres de fer ou garde-fous d'un pont, mais quelque chose de l'âme humaine ébranlée par je ne sais quel navrement intime dans son eau-forte. Et plus loin, il ajoute « Il y a quelque chose de l'âme humaine là-dedans. C'est pour cette raison que c'est grand, immense, infini, et mettez à côté Viollet-le-Duc, cela est pierre, et l'autre, Soimérion, cela est esprit. » Voilà dans quelle tradition et à quel niveau Van Gogh se place en réalisant ce chef-d'œuvre, témoignage de son ambition, de sa réussite et de la parfaite maîtrise de son métier.